Bon, vous savez que l'esprit des foules, c'est difficile de conscientiser une foule. Est-ce que la foule a une mémoire? Est-ce que la foule a un instinct? Bon, la question ou les questions peuvent se poser. Autant il faut éradiquer ce phénomène ou ce fait social, autant il faut, on peut dire, s'entourer de beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, entre guillemets, à une peine de mort telle que nous le vivons aujourd'hui, sans avoir jugé ceux qui sont, on peut dire, accusés. Tous ne sont pas colonna, tous ne sont pas bébés noirs. Il y a aussi, il y a des règlements de comptes dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos villes. Et donc, on peut utiliser son téléphone pour accuser un tiers, pour accuser un voisin, pour accuser une personne qu'on ne supporte pas, mais tous ne sont pas bébés noirs, tous ne sont pas colonna. Donc, il faut dire que il faut repenser, on peut dire, le mode de sanction pour pouvoir, on peut dire, établir les responsabilités des uns et des autres. Donc, on peut dire offrir la mort telle que nous le voyons aujourd'hui, à mon sens, ça paraît difficile à accepter parce que vous ne pouvez punir quelqu'un que si vous mesurez que la responsabilité est acceptée, est engagée. La question de l'UNESCO. Mais je vois, à mon sens, les résultats étaient connus avant la publication. Les résultats étaient connus. C'est-à-dire, Donc, comment ça? euh, c'est-à-dire, à mon sens, moi, quand j'ai fait l'analyse de tout ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, je savais que notre candidat, Monsieur Matoko, ne pouvait pas passer. Parce que devant l'Égyptien soutenu par l'Union africaine, vous comprenez que par d'autres instances aussi, euh, il fallait bien se dire que est-ce qu'aujourd'hui le Congo est présent dans des lieux de prise de décision? Est-ce que nous sommes compétitifs aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui les instances ou dans des lieux de prise de décision, est-ce que nous sommes respectés? Parce que ça y va aussi de notre souveraineté, de notre crédibilité, de notre sérieux dans le travail. Je ne conteste pas, on peut dire, l'intelligence et la force morale de notre candidat du Congo-Brazzaville. Mais il faut voir que si vous n'êtes pas compétitif, écoutez, la vie, euh, c'est difficile de le dire, c'est presque un business. Si Évidemment, vous n'êtes pas puisque compétitif, nous avons déjà cette question, vous l'avez dit tout à l'heure, Firmin Matoko, qui est donc qui a représenté le Congo à cette élection, tout le monde évidemment on le sait, hein, c'est un monsieur rompu, c'est un cadre, et ça on ne peut pas lui dénier. Mais est-ce que la duplicité du Congo n'a pas non plus pesé contre son élection? Parce qu'ici, je souhaiterais rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, Denis Sassou Nguesso avait déjà annoncé son soutien officiellement pour le candidat égyptien, que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs, et on revient sur le plateau. La République du Congo a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Khaled Iraneni, nommé par l'Égypte, au poste de directeur général de l'UNESCO pour les années 2025-2029. L'opération Zéro bébé noir vue par un religieux. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, tous ou presque, c'est une série d'exécutions sommaires, massives, systématiques et extrajudiciaires visant des jeunes délinquants présumés. Ces exécutions se déroulent en présence des parents des victimes ou des enfants, disons mieux, en public. Quelle interprétation un religieux peut-il en faire? Nous aborderons également la crise actuelle que traverse la République du Congo ainsi que ses déboires diplomatiques si le temps nous le permet. Avec moi sur ce plateau, l'abbé Étienne Bakissi. Bonjour, monsieur l'abbé. bonjour Christian, merci voilà, de vous revoir et puis travailler ensemble pour la question de l'intérêt général et du bien commun de la République du Congo qui nous unissent. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, monsieur l'abbé, ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, diplômé en gestion des conflits et des relations internationales, écrivain prolifique.
Un de vos ouvrages va nous intéresser au cours de cet entretien, notamment ethnicité et bandes armées au Congo, au Brazzaville. Monsieur l'abbé, vous suivez de près l'actualité socio-économique, politique et sécuritaire du Congo. Actuellement, une opération visant à éradiquer le grand banditisme urbain est en cours. Une opération, je l'ai dit tantôt, qui consiste à exécuter sommairement, de manière systématique, sans procès, bien sûr, des jeunes délinquants surnommés bébés noirs qui sèment la terreur au Congo. Il est important de préciser qu'ils ne sont pas arrêtés sur les faits, mais supposés avoir commis des actes délictueux, souvent signalés par téléphone par la population, contre une somme allant de 100 à 500 000 francs CFA. Quel commentaire vous inspire une telle opération? Merci à Christian pour votre question. C'est une situation, on peut dire, inédite, voilà, qui nous concerne tous. Mais avant, on peut dire, d'aborder cette question, il faut peut-être circonscrire la question dans un contexte tout à fait, on peut dire, simple. Vous voyez, de 90, avec la conférence de la Bolle, la conférence nationale, et puis nous avons pu découvrir que, à l'époque, certains jeunes, voilà, ont suivi à partir des guerres de 93, 94 et 97, ont suivi quelques leaders politiques. Donc, ils n'ont pas pu, à mon sens, rationaliser, on peut dire, leurs pensées pour pouvoir comprendre un peu les enjeux sociopolitiques et les enjeux, on peut dire, économiques. Donc, il faut dire que les jeunes se sont laissés, on peut dire, apprivoiser, on peut dire, par l'action menée par certains leaders politiques, au point d'oublier, on peut dire, la raison et d'oublier le vrai chemin qui devait, on peut dire, les conduire vers la rédemption. En Ce qui sorte, laisse Monsieur entendre que, l'abbé, pardonnez-moi, vous êtes en train de dire que les politiques sont responsables de ce fléau, c'est ça, des politiques congolais? bon, ben, Peut-être dans pas tous les cas, tous, il une faut pas partie. s'en cacher à partir de 93, 94 et 97. Et quand nous avons pu dire subi les deux grandes ou les trois grandes guerres, on peut dire économiques, politiques, certains leaders, on peut dire, ont fractionné le pays en plusieurs territoires. Pour prendre Brazzaville, il y a eu, on peut dire, Ouenzé, il y a eu Potopoto, il y a eu Mongali, il y a eu, on peut dire, Bakongo, Talangai. On peut dire qu'avec toutes ces configurations, à la tête de chaque configuration, il y avait un leader politique. Et puis, nos jeunes, on peut dire déscolarisés, désœuvrés, désocialisés, ont suivi, peut-être sans raison, certains leaders politiques, au point d'oublier, on peut dire, la vraie raison. Donc, il faut partir de là. Puisque le pays a été fragmenté en plusieurs territoires, eh bien, il ne faut pas s'étonner de voir ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, le phénomène aujourd'hui des bébés noirs ou des coulonas, à mon sens, c'est l'expression de ce que nous avons connu en 93, 94 et 97. Donc, les jeunes qui ont suivi certains leaders politiques n'ont pas pu, on peut dire, se définir comme individus au niveau de la société. Donc, il faut lire à travers cela la question de la pauvreté, la question des inégalités, la question de la souffrance, du manque d'emploi. Et les jeunes se sont laissés, on peut dire, comme je viens de le dire tout à l'heure, apprivoisés, on peut dire par certains leaders politiques, au point d'oublier la question de la raison. Donc Mais aujourd'hui, ce pourtant, que nous vivons, c'est la conséquence de ce que 93, 94 et 90, ce que ces trois années ont produit pour nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. mais pourtant, ce sont les mêmes politiques aujourd'hui qui décident finalement de les exécuter sommairement. Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes sont finalement victimes? Simplement, c'est ça. Bon, il faut quand même dire que, point de besoin, on peut dire, de reproduire la peine de mort. On n'a pas besoin de ça au Congo-Brazzaville. On n'a pas besoin de la peine de mort. À mon sens, ceux qui ont lu Michel Foucault, dans son excellent livre Surveiller et punir, il finit par, on peut dire, présenter quelques postulats qui nous amènent, on peut dire, à comprendre que chaque société, on peut dire, produit ces monstres. Ce qui laisse entendre que nous avons, on peut dire, à former l'individu, à former la collectivité, à former les groupes, non pas à la peine de mort, mais aussi à exclure tout ce qui est peine de mort pour ouvrir, on peut dire, la population, nos sociétés, vers un mieux-être, c'est-à-dire vers le respect de la vie de l'autre. Voilà, donc, à mon avis, la problématique se trouve là. Mais pourtant, une bonne partie de la population s'en réjouit d'ailleurs. Ils disent, ben, de toute façon, c'est des criminels, ils ont tué et donc ils méritent ce sort en sorte œil pour œil, dent pour dent.
Bon, vous savez que l'esprit des foules, c'est difficile de conscientiser une foule. Est-ce que la foule a une mémoire? Est-ce que la foule a un instinct? Bon, la question ou les questions peuvent se poser. Autant il faut éradiquer ce phénomène ou ce fait social, autant il faut, on peut dire, s'entourer de beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, entre guillemets, à une peine de mort telle que nous le vivons aujourd'hui, sans avoir jugé ceux qui sont, on peut dire, accusés. Tous ne sont pas colonna, tous ne sont pas bébés noirs. Il y a aussi, il y a des règlements des comptes dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos villes. Et donc, on peut utiliser son téléphone pour accuser un tiers, pour accuser un voisin, pour accuser une personne qu'on ne supporte pas, mais tous ne sont pas bébés noirs, tous ne sont pas colonna. Donc, il faut dire que il faut repenser, on peut dire, le mode de sanction pour pouvoir, on peut dire, établir les responsabilités des uns et des autres. Donc, on peut dire offrir la mort telle que nous le voyons aujourd'hui, à mon sens, ça paraît difficile à accepter parce que vous ne pouvez punir quelqu'un que si vous mesurez que la responsabilité est acceptée, est engagée. Et c'est ce que nous disions donc d'entrée du jeu. Ces bébés noirs présumés ne sont pas arrêtés sur les faits, c'est-à-dire c'est des gens supposés avoir commis des actes et vous dites il serait nécessaire qu'on les arrête, qu'on les présente devant la justice, établir leur culpabilité, quitte à les sanctionner Exactement. par ces méthodes. Mais Monsieur l'abbé, nous savons que plus de 80% de la population congolaise est chrétienne. Face à ces exécutions, que peut-on comprendre du silence de l'Église? Bon, euh, peut-on dire que l'Église ne parle pas? C'est-à-dire, quand on parle de l'Église, qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est le peuple de Dieu? Ceux qui ont lu Henri Bergson sur les deux sources de la morale et de la religion, on peut dire, finissent, on peut dire, par comprendre qu'on ne peut pas simplement s'arrêter au niveau de l'a priori, au niveau des faits. Donc, c'est dire que j'en viens donc à votre question. On ne peut pas parler du silence de l'Église parce que je crois que cela remonte à 2, 3 ans où les évêques ont produit un texte, à mon sens, évocateur, un texte important, où les évêques ont analysé la situation sociopolitique du Congo-Brazzaville et ils ont donné quelques pistes, quelques amorces de solutions. Un texte qu'on peut relire aujourd'hui. Et Oui, mais alors, maintenant, là où nous sommes en train de réaliser cette émission, Monsieur l'abbé, on est en train oui, de vivre un moment tout à fait inédit, il faut le dire comme ça. On n'a jamais oui, vu ça au Congo où on se met à battre à bout portant des personnes, des êtres humains en public. On n'a jamais vu ça. oui. Bon, mais je crois que ça, c'est un travail qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire que ceux qui ont pouvoir de décision, est-ce que certains ont le droit de supprimer des vies de manière publique? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on en reste là? Est-ce que il y a des actions à mener au niveau de la société, au niveau sociétal? Les questions, on peut se les poser, les hypothèses, on peut dire, sont à présenter. Alors, ce qui se passe au niveau, entre guillemets, de la diplomatie, est-ce que, en dehors de l'Église catholique, il y a d'autres églises sœurs qui amorcent, on peut dire, cette question pour essayer d'interpeller ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont le pouvoir de décision? Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas sur place. Mais quoi qu'on fasse, on peut dire qu'il faut, je ne veux pas dire interpeller, mais attirer l'attention de ceux qui ont pouvoir de décision, de les amener, on peut dire, à une gestion, je ne veux pas dire saine, mais à une gestion orientée, rationnelle, on peut dire la chose publique. Et ça, c'est très, très important, c'est capital. Donc, on n'a pas le droit de se réveiller un matin et puis de supprimer des vies. Et là-dedans, il y a des innocents. Voilà, à Brazzaville, à Pointe-Noire ou ailleurs, il y a des innocents aujourd'hui qui ont perdu la vie et des parents qui continuent à pleurer, des enfants, des êtres chers, qui ne sont ni Koulouna, ni bébés noirs, encore moins qui ne sont pas, on peut dire, dans des scènes de violence. Alors là, il y a toute une confusion qui s'installe. À mon avis, la question est à revoir. Voilà, au niveau du Sénat, au niveau des députés, mais aussi à ceux et celles qui entourent le pouvoir en place pour aider à mieux comprendre la situation, à cerner le problème et aussi à apporter des annonces, des amorces, je voulais dire, de solutions.
Alors, je rappelais d'entrée de jeu que vous êtes auteur, l'auteur du livre Ethnicité et bandes armées au Congo-Brazzaville. Peut-on trouver des explications sur ce fléau des bébés noirs dans votre livre? Si oui, comment abordez-vous cette question? Bon, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'ethnicité et bandes armées au Congo-Brazzaville, je ne suis pas le seul à aborder la question. Il y a aussi Bazingui Sanganga, qui est un anthropologue et un sociologue qui a abordé la question. Il y a Stanislas Ngodi et puis d'autres écrivains africanistes et puis congolais qui ont abordé la question des bandes armées. Mais à mon sens, quand j'ai traité, on peut dire, la question de l'ethnicité et des bandes armées au Congo-Brazzaville, je suis parti sur deux, voire trois postulats. Le premier postulat, c'est que j'ai regardé la question des identités. Les identités qui sont devenues, on peut dire, meurtrières au niveau du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que quand j'ai analysé la question, j'ai fini par découvrir que la société congolaise a été fractionnée en plusieurs sociétés. Et chacun pouvait se définir à travers la langue, à travers son ethnie, à travers son identité. Et là, j'ai fini par découvrir qu'il y a eu, on peut dire, des confusions qui se sont vraiment installées dans toutes ces formes, on peut dire, d'identité, au point de s'exclure, au point de supprimer la vie de l'autre, par le biais de la langue, par le biais de l'ethnie. Et j'ai fini par comprendre que même les bandes armées ont suivi la question des identités, la question des langues, la question aussi de l'ethnicité. Alors, voilà un peu, ça c'est le premier postulat. Deuxième postulat où j'ai pu découvrir que euh, l'état de droit n'existe plus. Et puisque l'état de droit n'existe plus, comment amener les Congolais à construire ensemble une nation, à construire ensemble un état de droit? Ça, c'est un peu dire le deuxième postulat. Et le troisième postulat que j'ai trouvé, c'est la question de la religiosité. Pourquoi les bandes armées ont utilisé, on peut dire, les textes sacrés, la révélation, pour pouvoir ensuite semer la confusion et ensuite supprimer des vies. Est-ce qu'il y a un lien, on peut dire, entre la mort qu'on donne à l'autre et puis la question de la religiosité? Donc, je sentis qu'il y a une confusion. Bon, à partir de ces trois, on peut dire, postulats, j'ai fini par conclure, ceux qui ont lu exactement mon livre, j'ai fini quand même par montrer que les identités peuvent devenir meurtrières si on n'a pas le respect de l'autre, si on ne respecte pas la langue de l'autre, si on ne respecte pas l'ethnie de l'autre. Donc, l'ethnie, la langue ne pouvaient pas, on peut dire, constituer des barrières pour les uns et pour les autres. Au contraire, à partir de la différence, comment on peut construire une unité, une nation, un État, de manière à ce que chacun trouve place dans nos sociétés, dans notre pays. Voilà, donc j'invite certains, on peut dire, à lire ce livre pour comprendre un peu comment sont nées, on peut dire, les bandes armées et qu'est-ce qu'ils ont, on peut dire, comment ils ont fonctionné, comment ils ont organisé, on peut dire, de l'intérieur ces bandes armées, parce qu'il y a la question du secret, la question de la religiosité, mais aussi la question du pouvoir qui s'explique à travers ce que j'ai pu, on peut dire, montrer comme postulat. Mais je suis très heureux d'avoir écrit ce livre. Il m'a permis de découvrir qu'il y a encore des fragilités qui s'expliquent à travers l'ethnie, à travers les identités, à travers la religiosité. Et pendant que vous écriviez ce livre, est-ce que vous aviez en filigrane le fléau que vit le Congo aujourd'hui? Vous y avez pensé? Vous saviez que plus tard, si rien n'était fait, on tomberait évidemment dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, parce que quand j'ai écrit, c'est à court et à long terme. À court, c'est-à-dire que moi, j'ai d'abord analysé la situation des bandes armées au niveau du Congo-Brazzaville. Et là, j'ai organisé un peu un voyage au Congo-Brazzaville avec l'aide du ministère de la Défense d'ici pour essayer, on peut dire, de mener le travail sur le terrain, sur le territoire congolais. Donc, j'ai fait le terrain, donc j'ai fait Brazzaville, j'ai fait, on peut dire, Dolisie, j'ai fait Pointe-Noire, et puis voilà, donc je suis parti avec un certain nombre de questions, beaucoup des hypothèses et des postulats, voilà, que j'ai confronté avec le terrain pour essayer de voir si ma manière de penser, ce que j'ai pu recueillir, on peut dire, comme élément, pouvait m'aider à tirer quelques conclusions. Mais je savais qu'à court ou à long terme, le problème se poserait. Parce que
quand j'ai analysé la question des cocos, la question des cobras, la question des requins, la question des ninjas, la question des silolous, j'ai fini par comprendre que la question des bébés noirs, à mon sens, est la reproduction de ce que nous avons vécu en 93, 94 et 97. Donc, et à cela, nous avons encore aujourd'hui ces jeunes qui ont fait la guerre et qui continuent à faire la guerre, on peut dire, à leurs propres parents. Et nous avons entre les bras des enfants nés de viol, des femmes instrumentalisées, autrement violées, qui ne sont pas encore traitées, c'est des malades que nous avons à portée de main, et des jeunes qui ont fait la guerre, qui aujourd'hui, qui sont retrouvés Koulouna, bébés noirs, et qui ne sont pas encore cliniquement traités. Donc, du En coup, le sorte, Congo se monsieur Labbé, retrouve. vous êtes en train de dire que c'est le mode opératoire qui a changé. Hier, ils étaient au front, ils étaient en train de se battre. Voilà. C'est vrai que c'était une guerre. Il faut parler de guerre fratricide. Moi, j'aime bien. On a utilisé les mots qui conviennent. C'était un coup d'État militaire. Et donc, ces jeunes qui ont pris des armes, qu'on a enrôlés pour défendre chacun, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un parti politique, un leader, ainsi de suite. Et maintenant que le Congo est reparti sur, ben, comme qui dirait, sur les rails d'un État, le mode de combat a changé, le mode opératoire a changé. À ce moment-là, on s'en prend aux civils. Bon, le problème, c'est que ceux qui ont fait la guerre à l'issue des guerres, certains n'ont pas été reconnus parce qu'ils ont fait le sale boulot, comme on dit, nous, en sciences humaines, on dit c'est le sale boulot qu'ils ont fait parce qu'ils ont supprimé des vies, ils ont violé, certains, pas tous, ils ont violé, ils ont tué. Mais après, est-ce que ce travail a été reconnu? Si ce travail n'a pas été reconnu, ces jeunes qui ont fait la guerre attendaient quelque chose, soit de l'État, soit de la nation, soit de la société. Ils ont été, on peut dire, exposés, je ne veux pas dire exposés, mais on peut dire abandonnés. Certains sont mariés, certains ont des femmes, certains ont des enfants, certains devaient payer la scolarité des enfants. Il faut bien trouver des moyens pour pouvoir subvenir, on peut dire, à toutes ces questions. Comment résoudre ces questions si on n'a pas d'argent, sachant qu'on a suivi un leader politique qui vous abandonne en cours de chemin, sachant que vous avez fait le sale boulot, et comment faire? Donc, ce qui reste pour certains jeunes, c'est la facilité. C'est-à-dire qu'on peut supprimer des vies, tant mieux. L'essentiel est que moi je vive, l'essentiel est que ma femme ou mes enfants, on peut dire, aient de quoi manger et de quoi on peut dire payer la scolarité. Donc, vous comprenez que à la base, il y a aussi la question financière et puis la question de la reconnaissance. Bon, alors, les jeunes qui ont fait la guerre, qui se sont éloignés de la raison, ont-ils été resocialisés? C'est ça la question qu'il faut se poser aux questions. Qui les a traités? Cliniquement, certains n'ont pas été, on peut dire, traités. Comment les réintégrer dans une société qui les a exclus au regard des actes posés? Est-ce qu'il y a des rituels pour ça? Moi, je ne vois pas pour l'instant. Donc, le travail, on peut dire, les questions se trouvent toujours posées face, on peut dire, à cette tragédie que nous sommes en train de vivre, de traverser dans notre pays. Et dans votre ouvrage qui est sorti il y a 2 ans de cela, donc en 2023, vous proposez également quelques pistes de solutions pour éradiquer ce phénomène de grand banditisme au milieu jeune au Congo. Nous y reviendrons tout à l'heure, Monsieur Labbé. Mais qu'est-ce qui peut expliquer l'intensification de ce fléau bébé noir, 3 ans après la parution, bien sûr, de votre ouvrage? Est-ce croire que vous n'avez pas été lu ou les gens ne vous ont pas compris? Et j'ai bien envie de savoir également pourquoi est-ce que l'Église n'a pas fait sienne cet ouvrage et tiré la sonnette d'alarme. Bon, il faut quand même dire que euh, les écrivains africanistes ou congolais ne sont pas soutenus à leur juste valeur. C'est chacun qui travaille dans son petit coin, qui essaie de subvenir à ses besoins et puis à ses recherches. Donc, si, on peut dire, ceux qui sont en responsabilité, qui ont pouvoir de décision, m'avaient lu, on peut dire pour certains, ils pouvaient comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons déjà, on peut dire, amorcé avec d'autres chercheurs africanistes et d'autres chercheurs congolais. Est-ce qu'il faille, on peut dire, constituer un petit noyau de réflexion avec un peu ces chercheurs, ces écrivains-chercheurs, de sorte que nous puissions proposer, on peut dire à l'État, à ceux qui sont en responsabilité, on peut dire quelques amorces de solutions, quelques pistes, on peut dire de solutions.
Mais alors, il faut qu'on revienne, à mon sens, à ce qu'on appelle l'état de droit. Et voilà, moi, je n'attendais pas que le travail soit reconnu, mais quand c'est un fait social qui est soulevé, qui nous ouvre à une problématique, à un postulat, je trouve quand même que la recherche scientifique et ceux qui sont en responsabilité devaient encourager les écrivains, on peut dire chercheurs, on peut dire aller plus loin. Parce que ce que nous, quand on a produit quelque chose, une œuvre d'art, un ouvrage, et puis un livre, c'est jamais pour soi-même, c'est toujours pour la science, bien sûr, mais aussi pour la société entière. Donc, j'inviterai euh, ceux qui sont en responsabilité et qui ont le pouvoir de décision de répertorier les écrivains chercheurs, les soutenir dans leur action, de manière à ce qu'ils continuent à travailler pour nos sociétés, pour notre pays. Je venais de lire il n'y a pas longtemps un colonel commissaire qui a écrit un excellent livre sur la géopolitique au Congo-Brazzaville. Je suis très heureux d'avoir lu ce colonel commissaire. Donc, voilà. Donc, moi, je l'encouragerais, mais je chercherais de ses coordonnées pour l'encourager, de sorte qu'il continue à écrire de manière à ce qu'il éclaire la lanterne de ceux qui n'ont pas encore découvert la question de la géopolitique dans notre pays. Voilà. Donc, que les uns lisent, que d'autres ne lisent pas. Bon, au moins, merci d'avoir fait la promotion, cher Christian, de cet ouvrage. Ça permet à ceux qui ne l'ont pas encore lu de le chercher, de le trouver et puis de le lire. Pourquoi pas? Oui, mais tout le problème que nous avons, c'est que écrire, c'est aussi malheureusement et curieusement cacher une information. C'est le constat qu'on fait. Les Congolais ne lisent pas assez. Et ça aussi, c'est un problème. Monsieur l'abbé, dans votre livre, vous suggérez plusieurs alternatives. Vous allez certainement nous les rappeler aujourd'hui pour mettre terme, évidemment, à ce fléau. Mais je veux aussi savoir, est-ce que vous ne pouvez pas apporter, maintenant que le problème se pose, vous ne pouvez pas apporter votre pierre à l'édifice, c'est-à-dire euh, parler aux autorités congolaises et leur proposer voilà, des solutions qui pourraient évidemment amener à l'éradication de ce fléau, que de procéder tel qu'on est en train de voir, parce que qu'on le veuille ou non, ce sont des crimes. Dès lors qu'il y a exécution sommaire massive systématique, qu'on le veuille ou non, ce sont des crimes. Est-ce que maintenant que le problème se pose, vous ne trouvez pas là l'opportunité de vous joindre, par exemple, aux autorités congolaises pour leur proposer des pistes de solutions que vous allez nous rappeler, par exemple? Bon, merci Christian d'avoir posé cette question. C'est très, très important. Deux ou trois choses. La réponse que j'apporterai, on peut dire, est celle-ci. Première chose, j'ai des amis, on peut dire, américains qui travaillent sur le capitalisme vert, qui disposent de beaucoup de moyens, qui m'ont proposé d'aider mon pays, le Congo, par le biais de la resocialisation des jeunes qui ont fait la guerre, mais aussi des jeunes qui n'ont plus la possibilité de donner sens à leur vie. Alors, je me suis tourné vers la primature de Brazzaville. J'ai interrogé, j'ai appelé, on peut dire, un des conseillers du Premier ministre à ce qu'elle me mette en lien avec le Premier ministre et que je fasse cette proposition. Bon, la réponse, je la connais. La dame que j'ai appelée, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé que peut-être qu'il faut faire autrement. Voilà, donc la porte n'a pas été ouverte, bon, pour différentes raisons, sûrement pour question d'agenda, c'est comme ça que j'ai pu comprendre la chose. En revanche, je reste ouvert à toutes les propositions. Je suis disposé, on peut dire, à constituer un noyau de réflexion, de travail avec deux ou trois ou quatre écrivains-chercheurs, de sorte que nous puissions travailler la question et puis faire des propositions concrètes, soit, on peut dire, au Premier ministre, soit au ministre de tutelle, soit encore à une instance qui accepterait ou qui gère, on peut dire, cette question. Donc, on peut donner en fonction de ce que nous avons étudié, proposer peut-être une série de conférences. Ça, je suis disposé à le faire. Mais ces conférences, pour les faire, il faut les financer. Parce qu'il y a le déplacement, il y a le travail à faire, il y a toutes les propositions qu'il faut mettre en route. Ça demande beaucoup de moyens. Et je reste, à mon sens, disposé à construire une équipe qui travaillerait dans le sens d'éradiquer cette tragédie que nous traversons aujourd'hui.
Donc, que ceux qui sont en responsabilité au pouvoir m'entendent. Je sais plus ou moins à qui s'adresser pour constituer cette équipe. Je suis disposé à le faire avec des collègues chercheurs pour aider notre pays à sortir de cette tragédie. Donc, si on peut dire les financements sont trouvés, sont orientés, pourquoi ne pas travailler pour son pays? Donc, nous n'attendons que cela pour nous aider à faire ce travail, voilà, à partir de notre pays, encore une fois, qui traverse cette situation combien délicate et combien difficile. Au-delà de ce fléau, monsieur l'abbé, tout le monde s'accorde à dire que le Congo va mal, très, très mal. La dernière digue vient de céder, vous l'avez certainement appris, la diplomatie, avec l'échec bien sûr cuisant du candidat congolais à l'élection, du nouveau directeur général de l'UNESCO. Vous savez aussi que le Congo est en ruine, dans une situation socio-économique et financière plus que chaotique. Alors, quelles sont donc les alternatives envisageables, bien sûr, pour tenter de sauver la République si tant est qu'elle existe encore? Bon, écoutez, merci Christian. La question de l'UNESCO, mais je vois, moi, à mon sens, les résultats étaient connus avant la publication les résultats étaient connus. C'est-à-dire, Donc, comment ça? c'est-à-dire, à mon sens, moi, quand j'ai fait l'analyse de tout ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, je savais que notre candidat, Monsieur Matoko, ne pouvait pas passer. Parce que devant l'Égyptien soutenu par l'Union africaine, vous comprenez que par d'autres instances aussi, euh, il fallait bien se dire que est-ce qu'aujourd'hui le Congo est présent dans des lieux de prise de décision? Est-ce que nous sommes compétitifs aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les instances ou dans des lieux de prise de décision, est-ce que nous sommes respectés? Parce que ça y va aussi de notre souveraineté, de notre crédibilité, de notre sérieux dans le travail. Je ne conteste pas, on peut dire, l'intelligence et la force morale de notre candidat du Congo-Brazzaville. Mais il faut voir que si vous n'êtes pas compétitif, écoutez, la vie, c'est difficile de le dire, c'est presque un business. Si Évidemment, vous n'êtes pas puisque compétitif, nous abordons déjà cette question, vous l'avez dit tout à l'heure, Firmin Matoko, qui est donc qui a représenté le Congo à cette élection, tout le monde évidemment on le sait, hein, c'est un monsieur rampu, c'est un cadre, et ça on ne peut pas le lui dénier. Mais est-ce que la duplicité du Congo n'a pas non plus pesé contre son élection? Parce qu'ici, je souhaiterais rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, Denis Sassou Nguesso avait déjà annoncé son soutien officiellement pour le candidat égyptien, que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs, et on revient sur le plateau. La République du Congo a officiellement annoncé son soutien à la candidature de Khaled Iraneni, nommé par l'Égypte, au poste de directeur général de l'UNESCO pour les années 2025-2029. Auparavant, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdulati, s'est rendu à Brazzaville pour transmettre un message du président Abdel Fattah Hassi à son homologue congolais. Cette décision renforce les efforts diplomatiques de l'Égypte pour obtenir le soutien international à la candidature d'Iraneni. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que cette duplicité, comment expliquer qu'un président de la République annonce officiellement, et c'était lors de la visite évidemment, du ministre des Affaires étrangères égyptien au Congo, que Denis Sassou Nguesso avait affirmé son soutien au candidat égyptien. Et 7 mois après, on apprend que le Congo va également présenter un autre candidat. Est-ce que cela n'a pas joué? Parce que quelque part, comme qui dirait en diplomatie comme en politique, les faits et gestes comptent. Et lorsqu'on agit comme ça, au bout du compte, on est plus sérieux. bon, à mon sens, je ne connais pas les raisons, on peut dire, qui motivent le choix du président de la République. Donc, les raisons, je ne les connais pas. Mais j'ai cru comprendre que le Premier ministre a fortement soutenu le candidat du Congo-Brazzaville. Est-ce que c'était pour rattraper un peu le propos, on peut dire, du président de la République? J'ai compris ça de cette manière. Mais il faut quand même dire que l'Égyptien, au regard de son positionnement et puis du positionnement de son pays, le candidat égyptien était, à mon Le sens, avait candidat beaucoup plus idéal. de chances de passer.
Mais cela n'exclut pas, on peut dire, la compétence de Monsieur Matoko. Je n'ai pas lu son CV, mais j'ai cru comprendre que si certains l'ont voté, c'est qu'ils ont réalisé que c'est quand même une compétence qui pouvait répondre, on peut dire, aux défis de l'heure au niveau de l'UNESCO. Alors, je posais donc la question de savoir quelle alternative pour tenter de sauver la République face à cette crise multidimensionnelle, crise économique, financière, politique, mais aussi sociétale, il faut le dire. Plus rien ne va au Congo, plus rien, mais vraiment plus rien. Le Congo va très mal. D'aucuns parlent même d'un pays en ruine. Que faut-il faire? Bon, moi, je pensais à deux, trois choses. Euh, à mon avis, à l'adresse ou à l'endroit de ceux qui ont pouvoir de décision, euh, je pense qu'il faut absolument revenir à un état de droit. Parce que aujourd'hui, le Congo est quand même caractérisé par l'impunité. On peut prendre de l'argent, on peut voler de l'argent, entre guillemets, il faut dire ça comme ça. On peut dire ouvrir ses comptes à l'étranger, mais sans gêne, on n'a pas peur de mal faire aujourd'hui. Il faut revenir à l'état de droit. Et ceux qui ont lu Alexis de Tocqueville vont finir par découvrir que pour arriver à l'état de droit, il faut passer par l'égalité de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Congolais ont les mêmes chances aujourd'hui pour pouvoir faire éclore leur intelligence et leur manière de faire? Parce que on a l'impression que le mérite ne compte plus. Même quand on est médiocre, on a accès à des postes de responsabilité dans notre pays. Peut-on revenir aujourd'hui à l'état de droit, à une société juste, c'est-à-dire où le Congolais retrouve la question de l'équité, la question de l'égalité? C'est des postulats qui se présentent, c'est des hypothèses qui se présentent aujourd'hui. Et ça, à mon sens, c'est important. Ensuite, deuxième postulat, je pense qu'il faut un dialogue national inclusif pour faire parler, pour aider la société civile, aider l'Église, aider toutes les instances, on peut dire, à dialoguer de manière à anticiper les choses. Parce que nous nous acheminons vers le chaos. C'est-à-dire que c'est ce qui va compter pour le pays, c'est un passage en force. Peut-on organiser des élections présidentielles, sénatoriales, et ce qui va s'en suivre, dans une situation sociopolitique difficile, dans une situation politique difficile? C'est, c'est même tragique de travailler de cette manière. Parce qu'en 5, 6 mois, je ne vois pas comment on peut amener, on peut dire, le pays vers une souveraineté, on peut dire, absolue, qui aiderait les uns et les autres à vivre décemment dans leur pays. Ce qui laisse entendre que si on revient, on peut dire, à l'état de droit, si la justice peut bien faire son travail, si on redonne, on peut dire, aux jeunes Congolais la possibilité d'étudier dans des conditions convenables, donc la question non seulement de la socialisation, mais aussi la question de l'éducation. Aujourd'hui, la famille se trouve ébranlée, la société civile se trouve ébranlée, cassée. Comment nous allons reconstruire, on peut dire, le tissu social à partir de ce que nous vivons aujourd'hui? Ce qui laisse entendre qu'il faut anticiper. Pour anticiper, il faut un dialogue national inclusif pour pouvoir désamorcer la crise que nous vivons. Et quand on peut dire, nous allons organiser les élections, en ce moment-là, on pourra se retrouver avec une situation tout à fait apaisée. Mais tel que ça se présente, moi j'ai bien peur que on puisse vivre un passage en force et ensuite avec la colère du peuple et puis qu'on vive des événements que nous avons connus en 93, 94 et 97. En fait, toutes ces crises ne pouvaient pas s'expliquer avec la construction, si on peut construire un État, on peut dire, social convenable, un État de droit convenable, une société plus ou moins juste, où il y a la justice, il y a le droit, le respect des règles, le respect de l'interdit, je crois qu'il y a moyen d'avancer convenablement. Ce n'est pas l'intelligence qui manque dans notre pays. Nous avons des valeurs, des grandes valeurs, qui sont capables, on peut dire, de reconstruire le tissu social de sorte que nous puissions vivre de manière correcte, apaisée. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus presque des mendiants.
On vivait pas ça hier. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Si d'un côté, les uns mangent 3 fois par jour, de l'autre, certains n'ont rien à manger et ne peuvent pas étudier convenablement, écoutez, il faut qu'on fasse très, très attention. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de respect de l'autre. Évidemment, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité. Tout à l'heure, vous parliez de l'égalité des droits, mais il y a un fait qui interpelle tous les Congolais actuellement. Nous parlions d'ailleurs de cette opération qui consiste à exécuter sommairement, extrajudiciaire. C'est des opérations qui se mènent de manière systématique contre ces bébés noirs présumés, je dis encore présumés. Et ce qui est frappant, c'est de constater que dans le même temps, d'autres délinquants, ceux-là même qui ont donné la mort à un certain Alain Obambi, qui ont avoué l'acte, c'est ce que le ministère de l'Intérieur a écrit dans son communiqué, ceux-là se retrouvent devant le parquet pour un procès. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025, au quartier La Frontière, plusieurs individus non identifiés ont commis un cambriolage au domicile du nommé Koumou Obambe Alain Roger, pendant que celui-ci et son gardien dormaient profondément. Pour parvenir à la commission de leur forfait, ces criminels ont réussi à escalader les murs, défoncer les portes de la maison à l'aide des armes blanches, ligoter le gardien et le nommer Koumou Obambe avant que celui-ci ne décède des suites de cette agression. Les investigations menées par les services de commandement de la police judiciaire ont permis d'interpeller 8 personnes de nationalité congolaise qui ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. On ne comprend pas ce qui se passe. On peut un matin aller fusiller les jeunes qu'on va réveiller dans leur lit, devant les parents, devant les enfants. Dans le même temps, il y en a d'autres qu'on peut amener devant le parquet, ceux-là même qui ont avoué qu'on a attrapé sur les faits. Est-ce que ça se comprend? Bon, j'ai cru comprendre que c'est pas des anges qui gèrent nos républiques, hein. C'est quand même des Mais, personnes la avec toutes les République, configurations possibles. Parce oui. que c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Certains ont droit au chapitre, d'autres non. Certains peuvent être protégés et d'autres non. Donc, on se retrouve dans une société plus ou moins déséquilibrée. Donc, il n'y a plus, on peut dire, d'équilibre social ou sociétal, où la question de l'interdit, la question des règles, euh, voilà, toutes ces questions sont en avant-plan. Il faut qu'on revienne un peu, entre guillemets, à une société juste. Elle n'existe nulle part, mais on peut essayer de marcher vers cette société juste, où le droit retrouve sa place, où la justice fait son travail, pour permettre à la société de retrouver une certaine quiétude, une certaine équité. C'est un travail, à mon avis, de formation, d'information, mais aussi de bon sens. Voilà. Ça, c'est un peu, c'est mon avis, mais On va aller donc vers la fin, monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Depuis sa déclaration le 2 février 2021, dans laquelle la conférence, évidemment, épiscopale du Congo décrivait une situation socio-économique et politique du Congo assez préoccupante, notamment le manque de satisfaction des besoins fondamentaux de la population en eau, en électricité, en santé, en éducation, en transport, etc. La corruption généralisée, la justice et l'impunité. Les évêques avaient aussi demandé au gouvernement congolais de rapatrier, vous l'avez dit tout à l'heure, l'argent volé, qu'il rapatrie cet argent au pays, et à travailler sur la transparence et la redevabilité en matière de gestion du pétrole et des autres ressources naturelles. 4 ans après, le constat, il est très alarmant. La situation s'est foncièrement détériorée. Ça, on n'a pas besoin de le démontrer encore. Ce n'est pas moi qui le dis. On a entendu le Premier ministre dire que le Congo n'avait pratiquement plus assez de moyens financiers. Son ministre des Finances l'a confirmé. Et
Aussi étrange que cela paraît, l'Église du Congo demeure muette. Est-ce par crainte de représailles de la part du gouvernement qui n'a jamais apprécié évidemment les prises de position de l'Église, ou simplement parce que l'Église n'en juge pas opportun? Bon, je serais, je vais pas dire cru, mais ceux qui ont préparé la tragédie sont appelés à la résoudre. Cela n'exclut pas la possibilité de faire une analyse, on peut dire sociopolitique, une analyse économique ou sociale. Les évêques ont parlé. Si on suit bien l'actualité, j'ai l'impression que le texte des évêques n'a pas été bien accueilli, bien intégré, n'a pas été accepté par ceux et celles qui ont pouvoir de décision. Les raisons sont multiples et variées. Vous voyez, quand on prend position, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une analyse objective de la situation, on peut dire, on est taxé de beaucoup de choses au niveau du Congo-Brazzaville. Je ne vais pas dire que l'Église est silencieuse. Si les évêques ont parlé, ce qui laisse entendre que les prêtres et tous les autres baptisés parlent à travers la hiérarchie. Pour nous, on peut dire catholiques, au moins cette entité qui nous concerne, et quand les évêques ont parlé, eh bien, c'est l'Église dans sa diversité qui parle. Alors, ceux à qui il revient de recevoir toutes les analyses devaient les prendre, les analyser à leur tour pour voir un peu comment améliorer, comment construire, on peut dire reconstruire le tissu social et puis construire le bien commun et l'intérêt général. Hélas, nous sommes dans un monde à deux vitesses. Les uns, voilà, conservent ce qui les aide à commander, et d'autres doivent nécessairement obéir et doivent suivre, je ne veux pas dire sans réflexion, mais accepter ce qui se présente, on peut dire comme situation, aussi, on peut dire tragique soit-elle. Ce qui laisse entendre que la question de vivre ensemble, la question de l'intérêt général, la question du bien commun, c'est des questions, on peut dire, à repenser au niveau de notre pays. C'est des questions à repenser. Ce qui laisse entendre que ceux qui ont pouvoir de décision n'ont pas la science infuse. Ils devaient, on peut dire, s'appuyer sur d'autres instances de manière à ce que on puisse écouter d'autres sons de cloche pour pouvoir construire le vivre ensemble, le bien commun et l'intérêt général. Alors aujourd'hui, est-ce que ce qui nous reste comme temps en 5, 6 mois, nous irons aux élections présidentielles et peut-être plus largement sénatoriales, est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont prêts, on peut dire, aller au vote, et puis à construire un état de droit, à construire l'intérêt général? Comment aujourd'hui on peut passer notre position originelle, on peut dire, à l'état social aujourd'hui? Et donc il y a un creux, c'est difficile aujourd'hui. Alors moi, pour parler de l'Église, je crois que nos pères évêques ont parlé, ont fait des propositions, ont proposé des amorces de solutions. Il revient à ceux qui sont au pouvoir, eh bien, de recevoir ces textes et puis de voir comment les orienter par rapport au temps qui nous reste, on peut dire, à vivre. Merci, monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Nous sommes à la fin de cette émission, à la fin de l'heure. Une toute dernière question. Je l'ai amorcée d'entrée de jeu. Vous parlons bien sûr de la population congolaise qui était à plus de 80% chrétienne. Alors, pendant que ces opérations sont menées, le constat qu'on a fait, c'est qu'une bonne partie de la population, nous en avons parlé tout à l'heure, qui acquiesce, qui acclame, qui s'en réjouit. D'ailleurs, et ma question, c'est de savoir comment expliquer que dans un pays à plus de 80% chrétien, que la population se réjouisse de la mort d'un être semblable. Il y a une explication religieuse à donner? Bon, l'explication, je prends simplement le cas de, disons, Pointe-Noire et Brazzaville. Mettons, je ne veux pas dire on pourrait pas s'arrêter là, mais au moins pour ces deux cas de figure. Qu'est-ce que les populations ont subi aujourd'hui? Combien d'enfants, de femmes ont été violés, instrumentalisés? Ils sont vraiment nombreux, ils sont légion. C'est des situations qu'on ne devait pas vivre.
ceux qui ont connu, on peut dire, des situations de grande souffrance et qui se retrouvent devant un délinquant, la première réaction, c'est d'acclamer ce qui se passe. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Donc ça, on peut Oui, dire, mais à a ce priori. niveau-là, on va quand même s'interroger sur le travail que l'Église a fait sur ces personnes. Oui, mais ça, c'est une première réaction. Vous savez, quand la tragédie arrive, Oui. c'est difficile de rassembler, on peut dire, tous les versets bibliques pour essayer d'avoir une posture. Quand, quand la tragédie arrive, la tragédie se présente, la première réaction, c'est d'abord la défense, c'est d'abord la vengeance. Vous me direz, oui, mais c'est écrit nulle part dans la Bible, ça n'a aucun lien avec la révélation, avec les Écritures. Je comprends très, très, très bien. Mais il faut quand même dire que notre population a longtemps souffert avec cette histoire de bébé noir, cette histoire de Koulouna. Donc, pour une certaine partie de la population, je ne vais pas dire une vengeance, mais certains voulaient faire justice par eux-mêmes. Or, nous avons des responsables qui ont, on peut dire, la responsabilité de la force publique. Donc, ce sont ces autorités qui sont appelées, on peut dire, à gérer le quotidien des Congolais. Parce que si on avait anticipé cette situation des Koulouna et des bébés noirs, je ne verrais pas, on peut dire, la population, ou du moins une partie, acclamer ce genre de fait. Donc, il faut comprendre que ceux qui ont souffert, ceux qui ont subi, ceux qui ont perdu des êtres chers, sauvagement abattus par les bébés noirs, il y a des maisons qui ont été vandalisées. Moi, personnellement, j'ai des parents qui ont rencontré sur leur chemin des bébés noirs, des Koulouna, mais qui ont subi. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment disposé à brandir mes versets bibliques à tous ces parents qui ont subi? On me prendrait pour un malade, pour un fou. En revanche, il faut revenir à la question de la formation aussi bien du peuple que des jeunes, de manière à ce qu'on puisse établir des niveaux de compétences pour permettre à chaque entité de retrouver, on peut dire, le vivre ensemble, mais aussi de retrouver les règles qui aideraient les uns et les autres à construire un état de droit, mais aussi à construire une société plus ou moins juste, sinon un pays plus ou moins juste. Merci, monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Je rappelle que vous êtes ancien vicaire général, philosophe docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, diplômé en gestion des conflits et des relations internationales, écrivain prolifique. Ça a été un grand plaisir de vous avoir encore reçu sur notre plateau, Droit de savoir sur R7. Merci beaucoup, merci Christian, Je vous pour le travail que vous faites et puis cette prise de conscience que vous éveillez, voilà, au niveau international. Voilà, merci beaucoup pour ce travail et combien important pour nous et pour le monde. Je vous en prie et merci pour ces mots d'encouragement, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suffi. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci.